Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans les chansons de ma vie sur Radio J, j'ai la chance de recevoir un vrai rayon de soleil qui nous vient tout droit du Canada, d'Acadie plus précisément. C'est une artiste multitalent, elle est chanteuse bien sûr, mais aussi animatrice télé, animatrice radio, j'ai intérêt à être à la hauteur aujourd'hui, et aussi professeure de yoga. C'est Natacha Saint-Pierre qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui au micro de Radio J. Natacha, comment allez-vous ? Très bien, merci beaucoup pour cette belle introduction. Alors, vous la traversez comment, cette drôle de période ? Je dois avouer que je la traverse avec le sourire. Je culpabilise presque de dire que je traverse cette période avec le sourire parce que je sais que pour beaucoup de gens, c'est complexe. Oui. Mais je ne crois pas que ce soit réellement un frein à la création. Non. C'est un frein à la distribution de tout ça. C'est un frein au partage. Mais en fait, les artistes ont toujours été inspirés par ce qu'ils vivent et souvent par leurs épreuves. Et c'est à travers leurs épreuves qu'ils vont nous écrire des chansons soit tristes, soit heureuses, peu importe, mais qui vont créer. Et cette épreuve-là, j'espère qu'elle aura rendu plein d'artistes créatifs. Il y a un paramètre qui est différent, c'est ce fait de ne pas savoir, c'est l'inconnu. Non, puis le fait de ne pas aller non plus vers le public. Le public, on ne le rencontre pas en ce moment. On ne le rencontre pas, mais quand on est chez nous et qu'on prépare un album, on ne le rencontre pas non plus. Certes. Mais on sait quand on va pouvoir le rencontrer pour livrer ce message. Une petite et donc, lumière. C'est pas anxiogène. Alors que là, ce qui est anxiogène, c'est qu'on ne sait pas quand on reverra le public. Natacha, j'ai l'impression que le confinement et que les mesures de confinement étaient beaucoup plus dures chez vous, au Canada, qu'ici. Elles étaient différentes. Les gens ont très vite été confinés par secteur, selon, en fait, des chiffres bien précis. Quand on atteignait un certain chiffre, on était dans le rouge, et quand on est dans le rouge, tout le monde est confiné et tous les commerces non essentiels sont fermés, mais pour 2 semaines. Et au bout de ces 2 semaines, si on était dans le jaune, on réouvrait. Donc, il y a eu un vrai travail d'ouverture, fermeture, assez constante des commerçants qui se sont vraiment prêtés au jeu et des gens qui se sont vraiment prêtés au jeu, mais ça a permis de ne pas avoir de confinement global aussi intense. En tout cas, dans la partie du Canada où habitent mes parents. Je sais que dans les provinces un peu plus grandes, un peu plus denses en population, que ce soit le Québec ou l'Ontario, là, ça a été un peu plus complexe, effectivement. Pour avoir quelques amis et de la famille à Montréal, j'avais l'impression que les contrôles étaient beaucoup plus drastiques que chez nous. Ah non, mais chez nous, il y a un truc qui n'existe pas. On n'est pas le pays de la Révolution, nous. D'accord. Vous, oui. On a guillotiné personne. Mais non, chez nous, quand on nous dit « tu rentres chez toi à 20h », on rentre chez nous à 20h. On ne demande même pas pourquoi. Alors que en France, on fait « mais pourquoi je ferais ça ?» Et attendez, il y a quelqu'un qui n'y va pas, alors je ne vais pas y aller. C'est liberticide, Et donc, oui, on est très différents. Moi, j'ai appris à me rebeller, d'ailleurs, dans mon travail et en France. Je ne savais pas faire ça au Canada. Et vous avez vite appris ? Ça m'a pris un certain temps. Je me rappelle même d'une scène très drôle où je suis à la boulangerie et là, la boulangère me demande « qu'est-ce que vous voulez ?» Et il y a une dame qui fait « non, mais attendez, c'était à moi, j'étais là d'abord. » Et là, je me sens hyper mal, comme une petite fille que sa maman engueule. Et ça m'a pris super longtemps avant d'être capable de répondre à ces moments-là, en fait. Natacha, je disais que vous étiez prof. Alors, prof de yoga, je précise, professeur de yoga pour parents débordés. C'est le titre de votre dernier ouvrage, paru il y a quelques jours chez Flammarion. Expliquez-nous, pourquoi ce titre-là ? Pourquoi ce livre ? Pourquoi ce titre ? En fait, je suis professeur de yoga pour tout le monde, mais comme moi, je suis une maman, je suis une femme qui travaille, qui est maman, qui voyage en plus de par son travail, parce que parfois je suis en spectacle, parfois je dois travailler à Paris, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai un amoureux, et tout ça fait que je dois vraiment organiser mon temps, et je pourrais être débordée si je ne le faisais pas bien. Et du coup, j'ai eu envie de m'adresser aux gens qui sont dans la même situation que moi, parce qu'ils ont des enfants ou parce qu'ils ont des vies hyper chargées. Et comme moi, mon quotidien, il est embelli par un petit garçon de 5 ans. Qui s'appelle Vicente, c'est ça ? Qui s'appelle Vicente. Et que j'aime bien l'introduire tout doucement à ces pratiques de yoga, parce que je pense sincèrement que si on apprend aux jeunes d'aujourd'hui à gérer leur stress, leur colère, leurs émotions, les accepter, on contribue à construire des futurs adultes équilibrés et épanouis. Ils vont mieux. Ouais. Alors justement, techniquement, on passe comment de salle de spectacle bondée à, on appelle ça un tapis ? Un tapis de yoga. Ça se passe comment ça Simplement le besoin de se connecter avec la vraie vie. Dans le showbiz qu'on connaît aujourd'hui, il y a une part de vraie vie.
Il y a tous ces moments où on est sur scène en train de chanter, c'est des vraies émotions. On est réel, on est vraiment en train de se connecter avec le public. Et il y a d'autres moments où on butine un peu dans ce showbiz entre artistes et producteurs et tous ces gens où il faut avoir des rapports, des relations qui sont un peu fausses Oui. et qui font que ce métier continue d'avancer et d'exister. Et le but n'est pas d'arrêter ces relations, mais le but est de trouver un équilibre entre ces moments qui sont un peu faux Oui. et la vraie vie. Et donc, moi, j'ai trouvé, en fait, je pense que dans la vie, pour avoir un équilibre, c'est comme un pendule. Oui. Le pendule va aller d'un extrême à un Un autre autre. extrême. Et pour être le plus souvent possible au milieu, il faut aller le moins possible dans les extrêmes. Et C'est une jolie définition, ça. ouais. Et le but, c'est d'être un peu showbiz, un peu yoga, un peu showbiz, un peu yoga, pour arriver à être le plus possible C'est ça. dans le centre. Au milieu, c'est Là être où- vous, quoi, en fait. Voilà, là où on est en équilibre. Et on parle souvent de l'équilibre psychologique, mental, de l'équilibre de sa santé à tous les niveaux. Et l'équilibre, il est là. Il est entre les extrêmes. Et ça s'applique aux chanteuses, mais ça s'applique à n'importe qui. Bien sûr. Entre ces extrêmes où au boulot, vous avez énormément de stress et il y a tous vos amis qui vous appellent, qui veulent vous On voir. pourrait et se tout. perdre. Et ces moments où vous êtes seul chez vous, c'est dimanche, et en fait, c'est un peu le coup de blues parce Oui. qu'il ne se passe rien. Et il y a un vrai équilibre entre les deux. Et moins on va dans les extrêmes, et ça, on arrive à le faire en faisant, en étant conscient de ce qu'on fait. Et vous l'avez trouvé, votre équilibre, grâce à cette discipline? Je pense que oui. Je pense que ma vie fait qu'il y a encore des moments de tourbillon Oui. où je vais avoir 2 semaines de promo intense. Mais après, je vais avoir 2 semaines sur mon tapis de yoga et je vais vite revenir à mon centre. Mais c'est-à-dire que même ce vertige-là, vous arrivez maintenant à le gérer, quoi. Ouais, je le vis, mais je En le suis gérant autrement. consciente que je suis en train de vivre un Un tourbillon. vertige. Ouais. Natacha, vous connaissez le principe de cette émission. Nous allons, durant 1 heure, ensemble nous promener au pays des chansons qui ont marqué votre vie. Ouais. Et votre vie, à vous, Natacha, elle a commencé à Bathurst, Bathurst au Canada. au Nouveau-Brunswick. Alors, Ouais. vous précisez bien ne pas être d'origine québécoise, mais acadienne. C'est vraiment Oui, important. il y a des francophones hors Québec. Et on a envie aussi d'avoir ce partage avec nos cousins, comme on les appelle, de la France. On existe, nous, francophones hors Québec, et on a envie de communiquer avec vous aussi. Chanter et parler français, là-bas, c'est un acte militant aujourd'hui, C'est un acte militant. Celui qui en parle le mieux, c'est Zachary Richard. dont nous allons parler tout à l'heure. Ouais, qui, lui, en fait, il faut savoir que les Acadiens sont des Français d'origine qui ont été mis sur les terres des côtes est du Canada et ont refusé de prêter serment d'allégeance au roi de France et à la reine d'Angleterre. Et donc, en 1755, les Anglais les ont déportés puisqu'ils avaient gagné la guerre et reprenaient ces terres. Ils ont été déportés jusqu'en Louisiane. D'accord, Certains sont restés là, ce qui fait qu'il y a une communauté qu'on dit Cajun. bien sûr. En fait, c'est les Acadiens, Déportés. Acadiens, Cajuns, et qui sont là-bas, qui sont restés. Et il y en a d'autres qui ont décidé de retourner sur leurs terres parce qu'on leur avait promis ces terres. On leur avait dit que ce serait chez eux. Donc, ils sont retournés à pied. Ça a pris des années, ça a pris à peu près 20 ans, avant qu'ils retournent dans un petit village du Nouveau-Brunswick qui s'appelle Grand-Pré. Et là, il y a eu une forme d'apartheid entre les francophones et les anglophones qui a D'accord. existé jusqu'à mon jeune âge, en fait. D'accord. Par exemple, Il était interdit de parler français. ma mère n'avait pas le droit de parler français dehors, son père pourrait perdre son emploi. D'accord. Et les terrains de golf, par exemple, n'étaient pas ouverts aux francophones. C'était un truc pour les anglophones. Et ça fait pas longtemps que les terrains de golf sont ouverts aux francophones. De la vraie ségrégation. De la vraie ségrégation. Et donc, les francophones avaient, entre autres, une tradition qui s'appelle le Grand Tintamarre, Oui. où on sort le 15 août, le jour de la fête des Acadiens, dans les rues, faire du bruit avec nos casseroles. Et le but, en fait, c'est de montrer aux Anglais qu'ils n'ont pas réussi à nous chasser, qu'on est encore là. Encore une histoire de terre promise. Une histoire de terre promise, tout à fait. Natacha, qu'est-ce qu'on écoutait chez vous quand vous étiez petite? L'enfance de Natacha Saint-Pierre, ça ressemblait à Ah quoi? mon Dieu, on écoutait beaucoup de choses. Mes parents écoutaient la radio. Donc Ginette Renault Oui, a fait partie de mon enfance. un monument au Québec. Charles Aznavour, et d'ailleurs mon grand-père croyait qu'il s'appelait Charlas Navour. Et, Qui a été une immense vedette au Québec Ah oui. avant d'être reconnu en France. on écoutait Charles Aznavour, on écoutait
Les grands chanteurs français, les grands chanteurs à texte français ont eu une très grande place au Canada, dans la communauté francophone, parce que... Ils l'ont toujours d'ailleurs, je crois. Ils l'ont toujours, parce que pour nous, les mots ont vraiment une valeur très importante. Vous commencez à chanter très très jeune, 12 ans. Ouais. Le parcours du cœur, ça vous dit quelque chose? Oui, mon Dieu, c'est la toute première chanson que j'ai enregistrée. Donc je pense que je dois avoir 12 ans. Vous êtes rendu compte, ou vos parents se sont rendus compte très très vite que vous aviez une voix à peu près exceptionnelle, ou ça Non, s'est pas fait du comment? tout. Pour mes parents, j'étais totalement normale. Je chantais sans arrêt, ce qui pouvait d'ailleurs les agacer, parce qu'à la maison, je chantais tout le temps. C'est un enfant qui fait tout le temps du bruit. C'est pas désagréable non plus. Il a chanté et chanté. Oui, mais bon, j'avais une voix d'enfant. Je chantais avec ma petite voix aiguë nasillarde. Et mes parents m'envoyaient dehors chanter pour les oiseaux. D'accord. Je faisais donc des spectacles dehors pour les oiseaux. Un premier public Et un en fait, peu volatile, mais bon. Voilà, mes parents, s'ils restaient jusqu'à la fin, j'avais de la chance. C'est bon. Et mes parents s'en sont pas aperçus. C'est quand mon professeur de musique, à l'âge de 8 ans, leur a dit, elle a quand même une voix particulière. Ils m'ont permis de faire des cours de chant, plein de trucs, mais pour eux, j'allais pas en faire mon métier. Ils m'accompagnaient dans mon activité extrascolaire, aussi bien qu'ils ont accompagné mon frère dans la sienne, qui était le hockey, Oui. sans penser que j'en ferais mon métier. La prof de musique, c'est Madame Fortin? Monsieur Fortin, c'était mon prof de musique, et la prof de chant, c'était Sylvie Martin. D'accord. Et c'est là que pour la première fois, vous commencez à 6-8 ans à monter sur une scène et à chanter? Oui, c'est avec Jean-Paul Fortin, mon professeur de musique de l'école, qui lui est saxophoniste dans un groupe, et me dit, viens chanter dans notre groupe. Et vous chantez Il faudra leur dire de Francis Cabrel. Exactement. Qui est votre premier choix dans les chansons de ma vie. Pourquoi cette chanson? Est-ce que vous en connaissiez le sens? Est-ce que vous savez, par exemple, pourquoi cette chanson a été écrite? À l'époque, je ne connaissais absolument pas le sens de cette chanson. J'étais juste cette voix d'enfant qui chantait cette chanson dans un spectacle. Avec comme gros challenge de ne pas me tromper dans les paroles, parce que j'étais pas toute seule et tout. Donc j'étais pas... Puis que c'est pas une chanson facile à chanter pour un gosse. Non, mais j'étais pas du tout consciente de ce que je faisais. Et c'est drôle que vous m'en parliez, parce que hier, je la jouais au piano. Alors, la petite histoire de cette chanson, on va la raconter pour nos auditeurs. En fait, c'est une chanson qu'au départ, une ébauche de chanson que Francis Cabrel fait pour sa fille, pour la naissance, pour le baptême de sa fille. Et puis, il voit un documentaire, on lui montre un documentaire sur la leucémie des jeunes enfants. Il est profondément touché par ce documentaire et il offre cette chanson au réalisateur de ce documentaire. C'est vrai qu'il y a des chansons comme ça, une fois qu'on en connaît l'histoire, on les écoute plus de la même façon. On les écoute plus de la même façon, et elles nous touchent différemment, parce qu'on comprend aussi... hier soir, j'étais dans une émission de télé avec Pierre Perret, et qui parle très bien, Oui. et qui arrivait à nous faire comprendre à quel point la musique peut changer les choses, et à quel point, que ce soit par l'humour ou par la poésie, on va arriver à toucher à des sujets graves et à faire passer des messages. Quelqu'un qui fait formidablement bien passer sa poésie et ses messages, Francis Cabrel, le choix de Natacha Saint-Pierre, dans les chansons de ma vie, il faudra leur dire. Il faudra leur dire, Francis Cabrel, le choix de Natacha Saint-Pierre dans les chansons de ma vie sur Radio J. Natacha, on évoquait la naissance et pourquoi cette chanson avait été offerte à un documentaire. Je crois savoir que vous êtes assez croyante, assez pratiquante. Est-ce que vous êtes ébranlée dans votre foi lorsque vous êtes confrontée à des choses aussi atroces que la maladie des enfants, par exemple? On nous a vendu un monde où on était égaux, où tous les hommes naissent égaux, Oui. et malheureusement, ce n'est pas vrai. Et je pense que c'est le premier vrai mensonge qu'on nous fait, de nous dire qu'on est tous égaux. On est égaux en termes de droits, mais on n'est pas égaux en termes de capacité, en termes de famille, en termes de Patrimoine génétique. de patrimoine génétique, de géolocalisation. Et ça fait partie des choses, même toute petite, je me posais cette question, pourquoi moi je suis née au Canada ? Et en fait, je vais même aller plus loin. Pourquoi moi je suis née au Canada, donc je suis chrétienne, et je pense donc que c'est la meilleure religion, mais pourquoi quelqu'un qui serait né en Inde et qui est bouddhiste, lui va penser que son pays et tout ce qu'il a appris, c'est ce qu'il y a de mieux. Bien sûr, c'est la valeur étalon. Et on va créer des conflits parce qu'on va refuser de s'ouvrir. Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème de ce monde, ce qui ébranle ma foi, c'est notre manque
d'ouverture, notre manque d'humanité. Les humains sont parfois moins humains que certains animaux. Mais la foi, quand elle est pratiquée avec intelligence, elle doit justement ramener de l'humanité, normalement. Tout à fait. Tout à fait. En fait, il ne faut pas, et moi c'est ce que j'essaie de dire, il ne faut pas mélanger religion et spiritualité. Votre religion, elle vous appartient. C'est un choix que vous avez fait. Votre spiritualité, c'est accepter que vous êtes plus qu'un être de chair et d'os. Et ça, c'est universel. Et ça, c'est universel. Et aujourd'hui, malheureusement, on a oublié la spiritualité parce que pour mettre en avant la laïcité, au lieu de dire ne parlons pas de religion, mais parlons de spiritualité, on a juste dit ne parlons pas de tout ça. Et ça crée un manque parce que on n'est pas que des êtres de chair et d'os. Bien évidemment. Natacha, en parlant de spiritualité et de vos engagements globaux dans la ville, dans la cité au sens latin du terme, vous avez souvent mis votre notoriété au service d'associations, d'aide à plein de choses, et notamment d'aide à l'enfance. Je pense à Petit Cœur de Beurre, par exemple. C'est essentiel pour vous de rendre à des gens qui ont moins de chance ce que la vie vous a donné ? Oui. En fait, moi, ce que je me dis, c'est que j'ai surtout la chance de pouvoir parler dans un micro de temps à autre, d'être dans la lumière. Et c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Et donc, si je pouvais utiliser ce micro pour dire autre chose que « Oh, combien je chante bien », ce serait peut-être plus profitable. Ça n'a jamais été votre truc, ça ? J'ai pas l'impression que vous êtes beaucoup regardé le nombril. Enfin, c'est pas... Un peu comme tout le monde, mais j'ai eu la chance d'avoir des vrais succès, que ce soit d'estime par mes pairs ou commerciaux. Et du coup, mon ego a été nourri et apaisé. Et c'est là où on peut commencer à faire à regarder les autres quand on arrête de se regarder, ouais. Natacha, on va continuer cette promenade dans la bande originale de votre vie. Alors, on était à l'enfance, on va passer à l'adolescence, il n'y a qu'un pas. Et vous avez choisi, dans les chansons de ma vie, un premier titre qui nous ramène directement à vos 16 ans. The Course, Runaway. Et racontez-moi, c'est quoi pour vous cette chanson ? J'adorais ces sonorités. En fait, je passe de celle qui écoute les chansons de ses parents à celle qui va faire ses propres découvertes musicales. Et The Course, pour moi, c'est toute cette folk américaine que je découvre. Et irlandaise, pour le coup. Américaine, irlandaise, mais en fait, c'est les sonorités. Oui, je comprends. Et je découvre avec tout ça autre chose que la variété. Et c'est presque un acte rebelle pour vous, de déroger au père fondateur de la chanson française de vos parents pour aller vers votre musique. Pas vraiment. C'est comme si tout d'un coup, j'ai mangé toute ma vie du poulet et on me dit non mais tu sais qu'il existe aussi du steak. D'accord. Et en fait, là, c'est ça. Je découvre qu'il existe autre chose. Donc, vous n'êtes pas végétarienne. Mais j'ai pris cet exemple, je ne sais pas pourquoi, j'ai même pas faim. Elle me semblait parlante. Mais du coup, je découvre qu'il existe autre chose en musique. Et là, je découvre ces filles qui chantent autrement. Je découvre ces voix, ces violons, ces harmoniques aussi qui sont pas les mêmes que ce soit du jazz, du blues, de la variété. On va pas avoir les mêmes renversements d'accords. On va pas avoir la même façon de jouer. Et là, je découvre une autre façon de jouer, une autre palette harmonique. Mais j'ai la sensation que vous découvrez surtout la liberté à ce moment-là. Vous avez 16 ans. J'ai le permis. C'est ça. Et au Canada, c'est à 16 ans le permis de conduire. Au Canada, le permis est à 16 ans et j'ai le permis à 16 ans et 2 jours. Et donc, mon père me prête sa voiture, qui est un pick-up. Oui. Et du coup, je fais vraiment, là, je fais fermière américaine. Hein. Je me promène dans un pick-up en écoutant de la country à fond. Avec une copine à côté de vous, Danielle. Danielle Clavette, qui était ma meilleure amie de l'époque, qui est décédée aujourd'hui, qui a été ma grande amie. Et avec elle, on écoute de la musique, on se balade partout. On fait ce que font tous les adolescents, c'est-à-dire se retrouver entre eux. On va faire un petit feu de camp dans une petite cabane en forêt et on est tous autour du feu. On joue de la guitare et on chante. Et puis c'est la vie, quoi. Il y a un petit côté Thelma et Louise, là, dans votre J'y avais pas pensé, mais oui. Il y a un petit côté Thelma et Louise. On s'échappe du vrai monde et on se retrouve entre nous pour faire de la musique. Avec l'écorce à fond dans les haut-parleurs du pick-up. Entre autres, ouais. On va faire un petit tour en Irlande. Ah oui, allons-y. L'écorce, Runaway, c'est parti.
The Cross, Runaway, une chanson qui donne envie de grands espaces, de grands voyages, choisie par Natacha Saint-Pierre dans les chansons de ma vie, sur Radio J. Natacha, à quel moment vous avez débarqué à Paris et comment s'est fait le grand saut? Mon producteur de l'époque rêvait d'avoir une artiste qui perce en France. Il s'était occupé de plein d'artistes qui ont des carrières brillantes au Canada et avait envie d'une artiste qui perce en France. Pourquoi? Parce que ça, c'est la consécration de venir percer en France, de venir se Pour faire les connaître. Québécois, oui. C'est une forme de Oui. consécration. En fait, on est... c'est comme si on était pour nous, une petite province finalement, de France. On est des cousins éloignés. C'est une province un peu éloignée, mais il y a cette connexion-là. Et il y a un petit complexe aussi. Il y a un petit complexe. Et percer en France, c'est être reconnu par la mère patrie. D'accord. Quelque part. Je comprends. On est très patriote, on est très canadien, entendons-nous. Mais on a c'est la cette sanctification âme de français. Je comprends. Voilà. Et donc, 2001, ça se passe comment? 2001, j'arrive ici un petit peu avant 2001 même. Parce que 2001, c'est vraiment l'Eurovision. Donc j'arrive en 2000, je crois. Et j'ai 18 ans. Je vis dans un appart-hôtel, boulevard Haussmann. C'est la première fois que vous quittez le domicile Non, familial? j'étais déjà partie de chez mes parents à l'âge de 17 ans. J'avais mon appartement à Montréal. J'étais en tournée avec Notre-Dame de Paris et tout. Mais j'étais dans mon pays, avec les règles que je connais, avec tout que Bien je sûr, connais. un environnement familier. Tout à fait. Et là, j'arrive à Paris. Nous avons beau parler la même langue, il y a un fossé monstrueux. Et je suis dans mon appart-hôtel, boulevard Haussmann, et en fait, mon travail, c'est d'attendre. D'attendre qu'il y ait une promo pour aller la faire. D'accord. Et je dois rester sur place en France pour être sûre que je ne rate rien. Et je passe mon anniversaire de 18 ans toute seule dans un appart-hôtel, boulevard Haussmann. À attendre que le téléphone sonne. Et à attendre qu'il y ait des promos. Et je n'ai pas encore d'amis puisque je n'ai travaillé avec personne ici encore. Et votre producteur est québécois? Mon producteur est québécois, mais lui, il est au Québec. D'accord. Il est dans sa vie, dans sa maison, avec ses enfants. Et moi, je suis juste là. Je suis signée dans une maison de disques en France qui dit, bon, bah, nous, on va payer un appart-hôtel pour qu'elle soit là. On veut qu'elle reste là. Et le but, c'est qu'elle soit disponible dès qu'il y a un truc. Mais vous rencontrez quand même des auteurs et des compositeurs, j'imagine. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'attends. J'attends et j'attends et j'attends. Et la maison de disques me présente un compositeur qui a fait une chanson pour l'Eurovision et ils disent, bon, en fait, ton album, il est très canadien. On aimerait bien rajouter une chanson dessus, faite par un Français, pour pouvoir avoir accès aux radios ici, pour pouvoir entrer plus facilement dans ce métier. Et en plus, pour assurer la promo de tout ça, pour faire qu'on parle de toi, on va te faire chanter cette chanson à l'Eurovision. Ce qui était un joli tremplin. Ce qui est un joli tremplin parce que les gens qui ne veulent pas m'accueillir pour parler de moi et de mon album m'accueillent pour parler de l'Eurovision. De cet événement. Et vice-versa. Donc, j'ai vraiment une exposition médiatique très, très large grâce à l'Eurovision et grâce à cette chanson. Et cette chanson, vous vous souvenez, et je n'ai que mon âme, vous vous souvenez de votre réaction la première fois où Robert Goldman vous l'a fait entendre, puisque c'est le frère de Jean-Jacques, qui signait Jimmy Kapler à l'époque, je crois, mais qui avait écrit paroles et musique de cette chanson. Ouais, vous l'avez ressenti comment, cette chanson Je l'ai détestée. Je l'ai détestée. Je n'ai pas voulu la chanter. C'est vrai ? Parce que c'est hyper loin de tout ce que je connais à l'époque. Bien sûr. Donc, moi, je suis encore dans ma période très country folk américaine. Ah, c'est sûr que dès Corse à Je n'ai que mon âme, il y a un petit... Et je ne comprends pas cette chanson. Et la vérité, c'est que j'ai mis très longtemps à aimer cette chanson. Je pense que j'ai aimé cette chanson quand j'ai été assez mature pour la comprendre. Que ce soit le texte, que ce soit musicalement, le travail et le talent de Robert. De faire quelque chose de très populaire, tout simplement. De faire quelque chose... En fait, la simplicité est le truc le plus compliqué en musique, finalement. De faire quelque chose de beau et d'épuré, c'est extrêmement compliqué. Mais moi, je ne comprends pas ça à l'époque. Et de représenter la France, vous, donc, acadienne, de représenter la France à l'Eurovision, est-ce que c'était pas aussi une façon de prendre une petite carte d'identité chez nous, quoi, de prendre un petit peu rendez-vous avec le public français? Alors moi, à l'époque, la seule chose que je connais de l'Eurovision, c'est que Céline Dion l'a déjà fait. Oui, et qu'elle a gagné. Et qu'elle a gagné pour le Luxembourg. Donc je me dis, si elle l'a fait, c'est que c'est plutôt pas mal. Donc ok, je le fais. Et en fait, je vis ça comme une responsabilité parce que je me dis, ces gens
ce peuple compte sur moi pour les représenter alors que je ne suis même pas française. Ce qui est beau quand même. J'ai intérêt à pas les décevoir. Et vous ne nous avez pas déçus, puisque vous ne nous avez pas déçus, puisque on parle toujours de Marie-Myriam. Effectivement, Marie-Myriam, oui. première à l'Eurovision en 77, L'Oiseau et l'Enfant, une chanson de Jean-Paul Carat et Joé Grassi. Et vous, quand même, en 2001, 4e place. C'est la meilleure place que la France ait eue depuis Marie-Myriam. Le plus triste, c'est que j'étais 3e ex aequo. Et quand il y a un ex aequo à l'Eurovision, c'est celui qui a le plus de 12 qui passe la place au-dessus. Et donc, je suis passée à côté du podium pour 1-12. Ma douleur était intense. Mais votre chanson, elle est toujours là. Elle est toujours là, elle est toujours belle. Et comme dans beaucoup de concours, c'est souvent pas ceux qui gagnent qui font une longue carrière. Vous avez remarqué ? J'ai remarqué, ça nous amène directement, vous m'offrez, Natacha, une transition parfaite avec le 3e de vos choix dans ces chansons de ma vie, Diane Tell, Si j'étais un homme. Ouais. Est-ce que vous savez que cette chanson à Spa, le festival de Spa, le concours en Belgique, elle n'a même pas été qualifiée pour concourir? Alors que si on est un tout petit peu musicien, un tout petit peu compositeur, le travail de composition qu'il y a sur cette chanson... C'est magnifique. C'est rare. Elle n'a même pas été sélectionnée pour aller aux éliminatoires. Elle a été boulée tout de suite. Alors que c'est une grande chanson, que ce soit par le texte, où elle se voulait probablement un peu militante, et oui, ça, musicalement, c'est clair. Musicalement, il y a un vrai travail de composition avec des couplets vraiment particuliers, des ponts, des refrains. C'est pas une chanson classique dans sa construction, pas du tout. Puis elle interprète magnifiquement bien. Diane Tell à Champs-Élysées, l'émission mythique de Michel Drucker dans les années 80, dans un petit ensemble andin bleu, je peux vous assurer que... On avait envie d'écouter cette chanson. Hein. On avait vraiment envie de l'écouter. Natacha, c'est quoi pour vous une bonne chanson aujourd'hui ? Une bonne chanson, c'est une chanson qui va nous faire quelque chose. Et vous savez tout de suite si une chanson, si un texte, si une musique est pour vous? Vous avez non, la preuve des fois j'essaie en fait. Il y a des chansons que j'adore et une fois que je les essaie, ça c'est pas je suis pas le bon conducteur pour cette chanson. Et ça, c'est toujours très décevant parce que quand on aime une chanson que quelqu'un nous fait et qu'on la chante et qu'en fait il se passe rien, pour moi, c'est très difficile. Les premiers albums que j'ai faits avec Pascal, on a enregistré jusqu'à 40-50 chansons. Pascal Obispo. Avec Pascal Obispo, oui, pardon. On a enregistré jusqu'à 40-50 chansons qu'on maquettait pour voir lesquelles, auxquelles je donnais vie et avec lesquelles il ne se passait rien. Alors, en parlant des chansons... Je reprends. Alors, en parlant... Je vais y arriver. Alors, en parlant des chansons auxquelles vous donnez vie, il y a celles aussi qui font partie de votre vie. Et vous dites de Si j'étais un homme qu'elle fait intégralement partie de votre vie aujourd'hui. Ouais. Oui, parce que j'ai grandi avec, parce que quand je l'entends, je revois le radio réveil dans la chambre de mes parents qui joue le matin la radio, ma mère qui se prépare dans sa chambre, mon père qui fait le café, nous on court partout. Cette chanson, elle a les sonorités de ma vie. Mais c'est pas dangereux dans la carrière d'une artiste, un tube aussi important, est-ce que ça n'a pas tendance peut-être à vampiriser après le reste de la carrière? Que ce soit pour un chanteur ou pour un acteur, une grande chanson, un grand rôle... Marque, et on devient quelque part cette chanson ou ce rôle. Mais moi je me dis, avec le recul, on va dire que j'ai 4 chansons comme ça. Je n'ai que mon âme, tu trouveras, mourir demain, un ange frappe à ma porte. C'est déjà pas mal. C'est les 4 chansons qui vont me résumer le plus. Et aujourd'hui, j'aurais beau faire un duo avec qui que ce soit, avant que ça égale dans l'inconscient des gens, tu trouveras ou mourir demain, il va falloir quelque chose d'énorme. Parce que ce qu'il y avait dans cette chanson, c'est plus que de la musique. C'est de la magie. Voilà. Alors, vous en parliez à l'instant, dans le texte de Diane Tell, effectivement, il y avait toute une dimension militante. Vous saviez qu'à l'époque, en France, les ancêtres des féministes se sont élevés, mais haut et fort, contre ce texte, en disant que cette chanson était une chanson machiste, qu'ils ne comprenaient pas qu'une femme ose chanter ça, enfin que l'image qu'elle donnait de la femme était absolument dégradante. C'est surprenant, ça. Le combat féministe, c'est quelque chose qui vous parle aujourd'hui, vous ? Oui, ça me parle, mais je ne suis pas dans un combat où j'ai envie de transformer les femmes en hommes. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait... on revient à l'équilibre du début de cette émission. Le pendule. Je pense qu'il faut des énergies féminines et des énergies masculines. Il ne faut pas que les femmes deviennent
dans leur énergie des hommes, puisqu'on aura perdu cet équilibre. Il faut simplement qu'on donne autant de place à chacune de ces énergies. Mais il vous est arrivé parfois de vous, justement, de vous rebeller contre des comportements par trop et par trop machistes. Il vous est arrivé parfois de vous rebeller, de vous indigner contre des comportements par trop machistes, où on sait très bien qu'il y a des producteurs aussi dans notre Ouais. métier qui ne sont pas toujours extrêmement délicats. Ça J'ai vous est arrivé? j'ai pas l'âme d'une rebelle, mais j'ai l'âme d'une guerrière. C'est pire. C'est peut-être pire. Et C'est quoi la différence d'ailleurs? C'est intéressant. les rebelles vont se rebeller pour tout et pour rien. Oui. Et ils vont Et c'est partir une au posture presque. Voilà, ils vont partir au combat dès le moindre petit truc. Moi, je suis plutôt calme, mais devant quelque chose qui me gêne vraiment, là, je partirai au combat et je choisirai mes combats. Et il y a plein de moments où je vais préférer me taire parce que c'est pas mon combat, parce que c'est pas le bon moment, parce que ce sera une goutte d'eau. Mhm. Et j'ai pas envie de goutte d'eau, j'ai envie d'océan. Donc, je préfère me rebeller quand c'est le bon moment. Et donc, oui, il y a des fois où je trouve que on fait encore partie dans plein de milieux, mais je pense que la France, globalement, a un grand retard sur l'égalité des sexes. Je dis pas que le Canada est encore là, mais la France a Et un pas que sur ça, retard et sur toutes les immense sur l'égalité des sexes. Au Canada, par exemple, le congé maternité est d'1 an. Ça change tout, Qui qu'on soit. On a 1 an pour Élever un mettre au gosse, monde un enfant. bien sûr. On a mis 9 mois pour le fabriquer. Voilà, on a le temps de se remettre de ça et c'est normal. Au Canada, il y a pour chaque poste une description de tâche qui fait que qui que vous soyez, si vous faites cette description de tâche, vous aurez un salaire qui correspond à la description de tâche. Je comprends. Mais ça a dû vous chagriner pour le moins en arrivant en France de voir que les mentalités n'étaient pas du tout. C'est un pays latin, avec tout ce que ça amène de beau et tout ce que ça amène d'incohérent par moment. Et cette détermination qu'on sent chez vous, je vous écoute parler depuis maintenant quelques minutes, elle vient d'où? Enfin, je vous assure, on préfère être votre ami que votre ami à vous écouter parler. Non, en plus, en fait, ma grand-mère était italienne. C'est des gens qui ont immigré, qui se sont battus, mon grand-père, Ferdinando Bonesso, mon arrière-grand-père, ne parlait pas français, est arrivé au Canada dans les années 30, dans la crise. Ils l'ont envoyé en forêt. Ils ont créé des villages, ils se sont installés, ils se sont battus pour exister. Ma grand-mère me racontait quand elle était petite que pour aller faire pipi dehors, elle avait peur des loups. Donc, Oui, ça. c'est des gens qui sont restés debout. Ça crée du caractère quand même, ça. Je me dis, franchement, si moi je viens de gens qui se sont battus pour des choses aussi simples que se nourrir et exister, mon combat, il est facile, quoi. Vous avez eu l'occasion, je reviens à cette chanson que nous allons écouter, qui fait partie de votre vie, Si j'étais un homme, vous avez eu l'occasion de dire à Diane Tell tout l'amour que vous aviez pour cette chanson? Je lui ai parlé quelques fois. Elle sait toute l'admiration que j'ai pour elle, mais peut-être pas à quel point je trouve que c'est une compositrice de talent. On parle d'elle souvent comme une chanteuse. C'est vrai. On oublie que c'est elle qui a composé. Auteur-compositeur, les deux. Ouais. Bah, Diane Tell, voilà, si vous nous écoutez, maintenant vous savez. On écoute. Diane Tell, Si j'étais un homme. On vous entendait chanter avec beaucoup de plaisir. Mais c'est un poème, c'est une ode, c'est magnifique. J'adore cette chanson. Et dans votre vie, Natacha, il vous est souvent arrivé d'être comme ça, admirative, d'être, j'aime pas le mot, fan, fidèle, et d'autres artistes. Vous avez comme ça des points de référence? Ouais, en fait, je pense, on me demande souvent de qui tu étais fan, de qui tu voulais être quand tu étais petite. Et en fait, j'ai jamais trouvé une personne qui incarnait tout ce que je souhaitais devenir dans la vie. Donc, je me suis inspirée de plein de gens. J'ai pris des petits bouts chez plein de gens. Je me souviens que j'adorais la capacité vocale de Céline Dion. J'adore la poésie de Diane Tell. Je vais aimer la sensibilité d'une France Gall ou d'une Vanessa Paradis. Il y a dans chacune de ces artistes-là des bouts de trucs que j'aimerais rassembler.
Et ça, c'est un travail quotidien et de rassembler justement ces petits bouts au travers de chansons que vous allez rechercher. En fait, le travail quotidien, c'est accepter ses forces et ses faiblesses. Et de laisser une place autant aux forces qu'aux failles pour faire des choses honnêtes et qui touchent les gens. Et Édith Piaf disait une grande interprète doit donner du talent à ses auteurs. Ça vous inspire quoi, cette phrase? En fait, moi, je nous vois comme des conducteurs. Il vous est arrivé parfois de souffler quelques mots, que les inconscients se parlent si fort que... Bah oui. Évidemment, quand on prend une chanson, des fois, ce mot-là, il est pas, j'aime pas le prononcer, j'ai envie qu'on le change, est-ce qu'on pourrait pas faire ça plus tôt? Ou d'appeler une auteure et de dire, voilà les 3 phrases que j'ai, fais-moi une chanson avec ça, s'il te plaît. Des choses comme ça. Donc vous pouvez initier aussi des projets. Oui, évidemment. Mais écrire entièrement, Écrire, je le fais mieux pour les autres que pour moi. Vous avez offert vos chansons à d'autres personnes. J'écris des textes. J'ai des textes qui ont été mis en musique d'ailleurs par un pianiste qui est un grand ami que j'adore, Vincent Bidal, qui sont dans des tiroirs et qui attendent leur bon moment, je pense. Vous préférez rester interprète? J'ai une plus grande facilité à être interprète parce que je peux endosser le rôle de comédienne. Je comprends. Quand on chante ses propres mots, on dit vraiment ces vérités vraies et on ne peut pas dire oui, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. On les interprète moins. On se repose sur le texte. On se repose plus sur le texte. Je préfère être l'interprète de Lionel Florence que la chanteuse de mes propres mots. Je comprends. Et si je vous dis Sheryl Crow, elle évoque quoi pour vous? Sheryl Crow, c'est... si on dit qu'est-ce que j'aime des gens, j'aime son côté rebelle à elle. J'aime son côté femme forte. Elle arrive sur scène et elle est avec une basse déjà. Elle joue pas de la guitare. Vous êtes mis à la basse, je crois. Je me suis mis à la basse pour faire comme elle. Ah ouais. Parce que je trouvais ça tellement génial qu'une femme joue de la basse, qui est un instrument qui est souvent réservé aux hommes. Et je me suis dit, mais pourquoi? Il y a eu quelques grands exemples quand même. Oui, mais... Corinne de Téléphone, par exemple. C'est vrai. Mais ça reste malgré tout, principalement, on voit plus de guitaristes femmes que de bassistes femmes. C'est vrai. Et je me dis, mais être celle qui va aller bien au fond de la rythmique, écraser le truc et rendre une chanson pesante, comme on dit dans le milieu, c'est rare que ce soit le rôle d'une femme. Et je trouvais ça beau. Est-ce qu'on pourrait imaginer à l'avenir, à l'instar d'une Sheryl Crow, vous voir dans un répertoire plus rock sur scène? J'adore ce répertoire, j'adore le chanter, je le fais pour mon plaisir. Je suis pas certaine que c'est le répertoire que mon public a envie que je chante. Est-ce que le public n'a pas juste envie de vous entendre chanter ce que vous avez envie de chanter? Peut-être, je sais pas. Des fois, il faut oser, il faut se lâcher. Ça fait partie des choses qui sont... quand tu fais des soirées entre musiciens, moi, je suis celle qui chante du rock. Parce que... Et pour l'instant, vous n'osez pas franchir le pas? C'est mon péché mignon. Et c'est votre jardin secret, d'accord. C'est ça. Voilà maintenant 20 ans que vous êtes en France. Est-ce que vous avez l'impression que le public français vous connaît pour qui vous êtes aujourd'hui? Je crois pas. Non. Je crois pas, et j'en suis en partie grandement responsable, parce que on montre, en fait, quand on est artiste, on est avec le public comme dans une relation amoureuse. Quand on rencontre quelqu'un, on montre les plus belles facettes de nous parce qu'on a envie de séduire. Les plus belles plumes de notre chapeau. Quand on est chanteur, c'est la même chose. Et je pense que les gens ne connaissent pas mes failles et mes faiblesses. Celles que j'avoue qu'à demi-mot, comme dirait Pascal Obispo. Et ça vous ennuie, ça? Ça ne m'ennuie pas. Aujourd'hui, je me rends compte j'ai voulu pendant très longtemps être parfaite et montrer l'image de cette jeune fille parfaite. Et du coup, j'ai probablement montré une jeune fille avec pas autant d'âme que ce que je suis en réalité. Qu'est-ce que vous avez envie de montrer aujourd'hui au public qui vous aime, que vous n'avez pas encore eu le loisir de montrer? Quel risque vous êtes prête à prendre aujourd'hui? J'ai peut-être pas montré ma folie, ma simplicité et mon côté instantané. En fait, je réfléchis. Spontané, oui. Je réfléchis pas, je fais les choses. Ça, je l'ai pas montré. Mais est-ce très grave? J'en sais rien. Aujourd'hui, je crois que les gens qui viennent me voir sur scène aujourd'hui voient réellement la personne que je suis. Écoutez, moi je vous laisse le temps d'aller chercher votre basse. Ouais. Et on écoute Soak Up the Sun. I'm
I'm gonna soak up the sun. J'adore. On l'écoute. Natacha, nous sommes sur Radio J, une radio culturelle. Je vous ai souvent vu participer à des soirées communautaires juives. C'est vrai. En fait, je trouve que quand on défend des causes admirables, il n'y a pas de raison de ne pas la défendre, qu'on partage le culte ou pas. Voilà. C'est encore un problème de spiritualité qui relie plus les gens qu'elle ne les divise. Oui, je me souviens d'une époque où il y avait une soirée où on achetait des trousses de premiers secours aux enchères qui allaient intervenir dans les grands accidents en Israël, ou je crois que c'était en Israël. Oui. Et en fait, ça me semblait normal de faire ça parce que les gens qui allaient être blessés là-bas, c'était des gens quoi. Des humains. Oui. C'était pour, je crois, le Magen David Adom, qui est la Croix-Rouge israélienne. Exactement. Et oui, c'est des gens. Et vous, quand il s'agit de défendre les gens, vous êtes là. Je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui qui n'est pas causé par la spiritualité, qui est causé par des dogmes, par des religions qu'on ne comprend pas. Parce que quand on comprend, on n'a pas toute cette fermeture d'esprit. J'ai lu un jour un livre qui disait qu'on devient extrémiste le jour où on pense que notre religion est mieux que les autres. Oui. Et donc, quand on pense avoir raison et contre les autres. Exactement. Et c'est là où on devient extrémiste. Et je me promets de ne jamais être extrémiste. Bon, ça, je pense qu'on peut vous faire confiance. J'espère. On a commencé l'émission en le précisant. Natacha, vous êtes acadienne et non québécoise. Et vous avez choisi comme 5e choix dans les chansons de votre vie l'artiste acadien qui a fait connaître l'Acadie à des millions de Français. Bon, il y a eu quand même Michel Fugain avec sa chanson « Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes », mais le premier vrai Acadien qui a fait un énorme succès en France... Qu'on entend avec son accent qu'il n'a pas changé, qu'il a gardé, vrai. Ouais. C'est un immense poète qu'on ne saurait réduire à cette seule chanson, parce qu'il a un univers absolument magnifique. C'est un vrai poète. Et je devais choisir une chanson et j'étais devant tous les albums de Zachary Richard que j'ai et je me suis dit, mais quelle chanson je vais nommer. Il y en a une que j'adore qui est dans le Nord canadien, qui parle des grands arbres, des grandes forêts. C'est celle que vous avez choisie. C'est celle que j'ai choisie. Il y a celle qui s'appelle Réveil, qui parle de cet homme acadien qui s'est endormi et qui est en train de se laisser assimiler par les Anglais. Il y a tellement de chansons, Zachary, il y a des trucs immenses. Nous en 75-76, on l'a vraiment connu lors d'un duo qu'il a fait avec Julien Clerc, où il chantait « Travailler, c'est trop dur ». Travailler, c'est trop dur, les volets, c'est pas beau. Une immense chanson, un immense succès. Il représente quoi chez vous, lui, en Acadie? C'est quoi? C'est le porte-drapeau? C'est un porte-drapeau. C'est une voix qui s'élève. En fait, les Acadiens, on en connaît très peu. On connaît beaucoup de Québécois dans la musique, mais on connaît très peu de chanteurs francophones hors Québec. Daniel Lavoie est d'Alberta. Oui. Moi, je suis acadienne. Rock voisine est Braillon. C'est presque acadien. C'est la partie à cheval entre les Québécois et les Acadiens. Il y avait Edith Butler qui a eu une carrière en France. Que j'ai adoré. Ouais, Paquetteville. Tu m'as fait dormir tranquille. Tu peux bien dormir tranquille. Mais sinon, il y a très peu d'artistes acadiens qui percent en France. Vous vous sentez minoritaire? On m'a jamais posé la question. Je ne m'étais jamais posé la question, mais probablement que oui. Et ça change beaucoup de choses quand on se sait minoritaire et que l'on sait que, de par le passé, on a été un petit peu déporté, on a été un petit peu maltraité. Oui, ça change la donne. On ne veut pas. En fait, moi, je ne veux pas vivre dans un esprit de victime. Ou de revanche. J'ai envie de vivre dans un esprit de construction. Et aujourd'hui, je pense que la meilleure revanche, c'est d'exister. C'est de continuer à exister en français au Canada. C'est de continuer à faire de la musique en français dans un pays où toutes les grandes maisons de disques déménagent à Toronto, tous les gros trucs deviennent vraiment centrés dans des régions anglophones qui ne connaissent pas les réalités des francophones. Et je pense que être militant aujourd'hui, c'est simplement exister. C'est une très très belle définition. Dans le Nord canadien, il vous arrive parfois d'avoir la nostalgie. En gros, sur une année, quelle part de l'année en nombre de mois vous êtes là et quelle part de l'année vous êtes... Je suis beaucoup plus ici parce que j'ai un enfant. C'est ça. Un enfant qui est scolarisé. Donc ça change
tout. Euh, Et votre famille, c'est les grandes vacances, c'est les Mes fêtes de familles, c'est Noël? les grandes vacances, c'est Noël, c'est eux qui viennent aussi beaucoup, puisque maintenant, heureusement, mes parents sont retraités, donc ils peuvent venir beaucoup plus. Mais il y a toute une part de la famille. On est une famille très, très proche, où on se rassemblait tous les étés à 200-300 personnes. On fait des vraies grosses cousinades. Des cousinades. Ouais. Et on a... Je connaissais pas le Non, terme. oui, c'est toute la parenté qui sera... En fait, D'accord. c'est ma grand-mère et ses 14 frères et sœurs qui ont eu chacun 5... Belle famille. Oui, entre 5 et 6 enfants qui se sont mariés, qui ont eu des enfants. Et donc, c'est tous ces gens-là qui se rassemblent une fois tous les 4 ans. Et comme on dit chez nous, Dieu bénisse. Voilà. Et du coup, ça me manque, ouais. La famille me manque. Et les grands espaces, et le parfum, et les couleurs de ce Grand Nord canadien, Le froid. ça, c'est une vraie nostalgie pour vous. Ouais. Ben, mon fils, je suis contente parce que il est français et c'est mon travail de lui donner la culture canadienne puisqu'il est, il a la double nationalité et il ne va pas apprendre la culture canadienne à l'école. C'est clair. Mais là, il m'a dit récemment, il dit maman, moi j'ai très hâte au vaccin pour aller faire des bonhommes de neige avec mamie. Et donc, il aime la neige, il aime cette partie de son histoire et ça déjà, ça me fait plaisir. Alors pour lui, et pour votre fils, pour Vicente, dans le Nord canadien, Zachary Richard, votre choix, on l'écoute. Zachary Richard, dans le Nord canadien, le 5e et dernier choix de Natacha Saint-Pierre dans Les chansons de ma vie. Natacha, vous savez, on pourrait rester des heures et des heures à parler avec vous, tellement c'est agréable de vous entendre. C'est gentil, merci beaucoup. Mais moi aussi, je passe un excellent moment parce que ça me rappelle tellement de beaux souvenirs. Puis on est dans une période où on voit moins les gens qui comptent pour nous parce qu'on peut moins se voir, on ne peut pas se toucher. Et on a besoin, en tout cas, si on ne les voit pas, de parler d'eux. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez la sensation que le public français ne vous connaissait pas vraiment pour qui vous êtes. J'espère qu'après cette émission, ils vous connaîtront mieux. C'est très gentil. En tout cas, moi, j'ai l'impression de beaucoup mieux vous connaître et j'en avais très envie. Je rappelle votre actualité, Yoga pour parents débordés, ça c'est le livre. Ouais. À lire d'urgence, paru chez Flammarion. Je crois que ça marche très fort en plus. Ça se passe super bien et c'est un livre qui ne rajoute pas, parce que mon but, c'était de ne pas vous rajouter un truc à votre liste de choses à faire. Et donc, si je vous rajoute faire du yoga 1 heure par jour, je viens de vous déborder encore plus, ce qui n'est pas mon but. C'est un livre de philosophie. C'est une philosophie vieille de 2000 ans, donc je n'ai rien inventé. J'ai simplement essayé de la vulgariser et de l'adapter au monde moderne. Écoutez, apparemment, vous le faites fort bien, si on en juge par toutes les bonnes critiques que l'on a pu lire sur cet ouvrage. Natacha, mille merci d'être passée par chez nous. C'était un grand plaisir. Et je vous dis à très vite sur scène. On espère vraiment pouvoir venir vous applaudir vite. Normalement, à partir de l'automne, on devrait pouvoir être sur scène pour reprendre la tournée qu'on a arrêtée en cours de route. Mais vous savez quoi, on sera là. Mais merci beaucoup. À bientôt, merci. Merci.